Le sexe hors mariage n'est pas une preuve d'amour. Tu as bien lu le titre. Je suis Bunny avec un U comme dans Uni, le créateur de Leader Debout. Et j'ai la volonté d'aider les hommes à devenir des leaders par leur mission et pour leur mariage. Et aujourd'hui, nous allons toucher à la troisième vidéo qui concerne le sexe hors mariage. Et vraiment là, c'était grave tendu. J'ai oublié de citer au départ, mais j'ai mis dans les liens dans les vidéos précédentes que c'est un article du Top Chrétien de You Got a Question qui a permis d'avoir tous les versets et tout dans ma recherche par rapport au sexe hors mariage dans la Bible. Mais en plus, ça donne les conséquences. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue Kemel. Nous allons voir les conséquences du sexe hors mariage. Et les conséquences sont tellement grandes que je peux dire sans l'ombre d'un doute que le sexe hors mariage n'est pas une preuve d'amour. Commençons avec l'article. Et là, vous allez voir que voici les conséquences qu'il donne. Il y a une plus grande chance de maladie sexuellement transmissible ou de IST, d'infection sexuellement transmissible, une plus grande chance d'avortement, de mère célibataire, de grossesse non voulue. Et moi, quand ils ont dit ça, j'ai été voir les chiffres. Quand même, on ne peut pas parler de sujets aussi importants, aussi graves, sans parler de chiffres. Et dans les chiffres, mon outil de travail, nous avons eu en 2018 2224 et 838 avortements. Mais bon, ça, on ne peut pas en parler sans en mettre en contexte parce qu'il y a des femmes aussi qui sont mariées qui avortent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plus touchés par l'avortement, ce sont les 20-24 ans à 27%. Donc 27% d'avortements sont liés aux 24 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 20-24, il n'y a que 2% de femmes mariées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Il n'y a que 2% de femmes mariées. Donc là, il faudrait dire... le taux en gros est à 1%. Sur les 27%, il y a 1,5 qui représente les femmes mariées. Dans les 24. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre. On peut dire facilement que 25% des divorces entre 20 et 24 ans sont liés à des femmes qui ne sont pas mariées. C'est juste énorme. Et le chiffre d'avortement en France a atteint son pic l'an dernier, en 2019, avec 232 200 interruptions de grossesse volontaires. Comme je vous dis, il faut toujours prendre la tranche d'âge. En 2018, c'était les 20-24 qui étaient le plus touchés. Il faut savoir aussi que sur 1000 mineurs de 15-17, il y en a 5,9 qui avortent. Donc là, on est sûr qu'elles ne sont pas mariées. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Welcome Sarah. Donc rien que pour ça déjà, les mineurs, sur 1000 mineurs, il y en a 5,9 qui ont accès à l'IVG. Donc voilà. Sans compter que les plus touchés sont les 20-24 ans à 27,3%. Et dans ces 20-24 ans, il n'y a que 2% de femmes qui sont mariées en France. Je parle bien en France. Donc on peut facilement dire que 25% des femmes entre 24 ans qui avortent ne sont pas mariées. Donc voilà, c'est énorme. Et par rapport aux familles monoparentales, j'ai fait la recherche aussi. Vraiment, il y a d'autres chiffres aussi concernant l'IVG. Ils disent qu'en 2019, les 20-29 ans étaient touchés à 27,9%.
Donc juste pour vous montrer les chiffres énormes. Et entre 20 et 29, je vous ai dit que pour les 20-24, il n'y a même pas 2% de femmes mariées. Pour les 20-29, il n'y a que 5% des femmes qui sont mariées en France. On parle du premier mariage en tant que célibataire. Donc s'il y a eu divorce et remariage, c'est pas comptabilisé. Donc même si on augmente, ça fait quand même plus de 20% qui sont liés au fait que les femmes ne soient pas mariées. En ce qui concerne les familles monoparentales, j'ai été voir les chiffres de l'INSEE et ils disent que 4 millions d'enfants mineurs sont avec un seul parent. Ça fait, en termes de famille, ça fait 21% d'enfants qui sont dans une famille monoparentale, père ou mère confondus. Sur les 21%, 85% sont avec leur maman. C'est énorme. Donc là, on me dit, mais dans une famille monoparentale, il n'y a pas que les gens qui sont pas en couple. Non, c'est vrai. Par rapport à ce chiffre-là, il faut voir les stats. Et dans les stats, c'est écrit que il y a 80% qui sont liés au divorce et les autres 20% sont liés au fait de ne pas être en couple ou de se séparer avant, de ne pas être marié, pardon, ou de s'être séparé à la naissance de l'enfant. Donc on revient encore à ces chiffres-là. 20% des familles monoparentales sont liées au fait que les familles n'étaient pas, que le père et la mère n'étaient pas mariés, que ce soit homme ou femme confondus. 20%. On retrouve encore ce chiffre de 20%, comme pour les avortements, et qui ne sont pas liés au mariage. Welcome Nazareth. Donc, ce chiffre de 20%, il revient régulièrement, que ce soit au niveau des IVG, que ce soit au niveau des familles parentales. C'est lié au fait que les parents n'étaient pas mariés. Donc, ça c'est pour les IVG et les familles monoparentales. Ça représente en termes d'enfants, un enfant sur 5 qui grandit dans une famille monoparentale. Et je vous ai dit dans ces chiffres-là, ça veut dire qu'il y a un enfant sur 10 qui est issu d'une famille dont les parents n'étaient pas mariés, qui a fini dans une famille monoparentale. Donc là seulement déjà, c'est ouf. Et souvent, ça arrive pourquoi? Parce que, comme on peut le voir dans nos films, dans nos séries, l'un des deux dit, mais si tu m'aimes vraiment, tu dois pouvoir coucher avec moi et tout, tu dois pouvoir me le montrer. Donc je sais que j'ai commencé avec des gros chiffres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les IVG sont liés à 20% à des personnes qui ne sont pas en couple. Et les familles monoparentales, c'est pareil, sont liées à 20%. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants qui grandissent dans des familles monoparentales grandissent dans des familles qui sont à 50% en dessous du seuil de pauvreté. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les familles monoparentales sont à 50%, dans 2/3 des cas, sont à 50% en dessous du seuil de pauvreté. Donc les conséquences de ce plaisir qu'est le sexe hors du mariage sont juste énormes. Et donc on se dit 20% c'est minime et tout, mais quand on met dans ces 20% que ce sont des vies, ça prend une dimension tout autre. Donc, et sans parler des maladies. Les maladies. Justement, les IVG ont augmenté parce que de plus en plus de femmes ne souhaitent plus utiliser les contraceptifs hormonaux, comme la pilule, ou avoir des objets dans leur utérus. Et donc, avec la multiplicité des partenaires, les naissances grandissent et la transmission des maladies aussi. Et j'admets que j'ai pas réussi à trouver les statistiques liées aux maladies, ça m'a un peu frustré. Ça m'a un peu frustré. Tout ce que j'ai pu trouver comme par rapport aux maladies, et ça c'est une statistique, c'est une stat observationnelle, c'est que les hommes ayant, attendez, plus de 10 par... Oh là là, pardon. Voilà. Les hommes ayant
ayant eu entre 2 et 4 partenaires sexuels, le nombre de diagnostics de cancer est plus élevé de 57% que chez ceux qui ont déclaré avoir 0 ou 1 partenaire. Le pourcentage s'élève à 69% chez ceux qui ont déclaré 10 partenaires ou plus. Là, on parle de cancer. Ce n'est pas du tout une IST, quoi. On parle de cancer. Ils ont noté la même chose chez les femmes. Chez les femmes qui rapportent avoir eu 10 partenaires ou plus, le risque observé est 91% plus élevé que chez les femmes qui rapportent avoir eu 0 ou 1 partenaire sexuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et une plus grande chance de développer une maladie chronique affectant la vie quotidienne. La même relation n'a pas été observée chez les hommes. Welcome Wendy. Et donc moi je donne tous ces chiffres là parce que je pensais trouver beaucoup de choses sur les IST, mais trouver celle-là, je suis resté oh là là. Même le cancer, même le fait d'avoir plusieurs partenaires augmente les chances de cancer chez les hommes et chez les femmes. Donc je sais, j'ai donné beaucoup de chiffres, beaucoup de données, beaucoup d'informations. Mais là, je veux en venir, c'est que le sexe hors mariage, c'est se mettre en danger. C'est se mettre en danger, littéralement. Et dans 20% des cas, on met en danger les bébés. Vous vous rendez compte, 20% des IVG sont liés à des personnes qui ne sont pas en couple et 20% des familles monoparentales sont liées à des personnes qui n'étaient pas mariées. Pareil. Welcome Anaïs. Donc, déjà là, j'ai donné 3 statistiques énormes. J'ai pas pu trouver vraiment les statistiques par rapport aux IST, mais nous connaissons la présence de celle-ci, comme ça peut être le sida, la syphilis. Et vraiment, ça m'a énervé de ne pas avoir des stats complètes liées au fait d'avoir du sexe hors mariage ou liées au fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels. Et une autre stat qui casse tout, c'est que les personnes qui ont eu plusieurs partenaires sexuels avant le mariage diminuent énormément leurs chances de rester mariés. C'est un article en anglais. Il expliquait que les femmes qui ont eu 10 partenaires ou plus divorcent dans les 3 années qui suivent le mariage. Celles qui ont eu entre 3 et 5 partenaires divorcent pareil dans les 5 années. Et celles qui ont eu un partenaire ou moins, elles restent plus longtemps mariées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les conséquences à long terme d'avoir plusieurs partenaires sexuels avant le mariage. Donc, j'ai parlé d'IVG, j'ai parlé de familles monoparentales, j'ai parlé de maladies, du cancer. J'ai pas pu trouver les statistiques par rapport aux IST. Je suis vraiment désolé, peut-être que j'ai mal fait mes recherches par rapport à Google. Mais on les connaît, on sait que c'est courant. Bon, je vais chercher à mettre des liens dans la vidéo sur YouTube. Mais vraiment, moi, j'étais là. Et en plus, plus la personne a de partenaires, moins, plus la femme, enfin vraiment axée sur la femme, plus la femme a de partenaires, moins elle a envie de rester mariée avec la même personne. La théorie, c'est que vu qu'on a la connaissance d'avoir plusieurs partenaires, eh bien, le fait d'être avec un seul n'est plus suffisant. On sait qu'on a le choix ailleurs, on sait qu'on a d'autres saveurs, on sait qu'on a d'autres opportunités. Donc, ça ne favorise pas le fait de rester en couple à 2 tout le temps. Donc, moi, je trouvais ça vraiment grave, quoi. Donc, comme je disais, on a parlé IVG, on a parlé famille monoparentale, on a parlé maladie, et on a parlé plus grande difficulté de mariage heureux. Et ceux qui restent ensemble, ils ont fait là pour les hommes et les femmes. En 40% ont déclaré avoir un mariage pas heureux en fait. Donc j'ai essayé d'être clair dans ce que je dis, dans toutes ces informations là, dans toutes ces données. Je vais mettre les articles à disposition. Et maintenant, parlons de ce qu'est une preuve d'amour. Une preuve d'amour. Là, je vais reprendre mon outil de travail. Hein. J'ai fait la recherche par rapport à preuve d'amour. Et quand vous tapez preuve d'amour sur Google, la première chose que vous trouvez, c'est un livre que je n'ai pas lu. Mais ensuite, les 3 premiers articles
C'est un professionnel qui pose la question, c'est quoi une vraie preuve d'amour? Et la preuve d'amour est liée à l'estime de soi. Donc quand quelqu'un te demande de prouver ton amour, ce quelqu'un demande de prendre soin de son estime. Et il y a d'autres moyens que juste coucher avec. Il y en a d'autres, il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Et donc vraiment, c'est livré à la connexion, au partage, plus qu'à la sexualité. Vous avez juste après l'article de Cosmopolitan, 33 preuves d'amour qui en disent long. Sur les 33 preuves, il n'y en a que 2 qui sont liées à la sexualité. Je vous promets, vous tapez preuve d'amour, vous trouvez l'article directement. Il n'y en a que 2 qui sont liées au sexe. Sur 33. Même pas 10% les gens. Même pas 10. Même pas 10. Même pas 10%. Et après, j'ai cherché les 4 preuves d'amour préférées des couples. Proposées par Au Féminin et par Gracia. Donc, et ça donne ça en pourcentage. C'est mariage.net qui, avec le confinement, a décidé de faire un sondage par rapport au couple pour savoir quelles sont les preuves d'amour pour rallumer la flamme des couples. Et ils ont mis le classement. Ça donne ça à la fin. 15 000 couples dans 15 pays différents. Passer du temps de qualité ensemble. C'est la première preuve. Et en statistique, ça donne 38% des Français ont répondu passer du temps ensemble. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ensuite, avoir une petite attention envers l'autre. 29% ont répondu. 29,9 pardon. Presque 30% ont répondu cela. Vous vous rendez compte? Une petite attention envers l'autre. Après tant de qualité, une petite attention envers l'autre. Ensuite, avec 18,6%, des câlins et des bisous. Des câlins, des bisous. Encore une fois, ce n'est pas du sexe. Encore une fois, c'est de la tendresse. Et pour finir, 12,8% disent « Je t'aime ». Donc là, si on fait les sommes, j'ai pas fait les sommes avant, je vais le faire avec vous. Ça fait 38 plus 29,9 plus 18,6 plus 12,8. Ça fait 99,3% des gens. Là, j'en veux venir, c'est que j'ai pas accès au questionnaire entier. Je sais pas si c'est juste ces 4 questions ou s'il y en avait d'autres. Mais dans l'ordre, c'est temps de qualité. Temps de qualité. Petite attention envers l'autre. Câlin, bisous, gestes d'affection. Et dire je t'aime. C'est ça les preuves d'amour désiré. Et ça, c'est sûr, ça remplit mieux la jauge d'estime de soi que la sexualité. Donc, après toutes les stades de danger liés aux conséquences, après les preuves d'amour, on peut clairement dire que le sexe hors mariage n'est pas une preuve d'amour. Et donc, ça doit nous faire réfléchir, nous, en tant que personnes qui connaissons Jésus, à se demander, mais pourquoi la Bible est aussi négative envers cela? Et à aider les personnes autour de nous à se poser la question, est-ce que vraiment le fait de partager ce moment de plaisir ensemble est une vraie preuve d'amour? Et sans parler d'eux, attention, là je vais faire mon TTS. Non, je rigole. Je vais faire le gars qui lit la Bible. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. Dis avec moi patience. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête.
Il ne cherche pas son propre intérêt. Dis avec moi, pensez à l'autre. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Je m'arrête au verset 7. Non mais, la première chose, l'amour est patient. L'amour est patient. Et il ne cherche pas son propre intérêt. Rien qu'avec ces deux-là, on peut commencer à discuter le fait de si tu m'aimes vraiment, on doit coucher ensemble. On doit partager ce moment de plaisir intense. Je veux te connaître autrement. Et donc là, je pense vraiment que j'ai pu clairement démontrer. J'ai pu démontrer avec des chiffres. Je sais qu'il y a beaucoup de chiffres. Je sais, il y a beaucoup de chiffres. Avec des articles. Avec des articles faits autour de questionnaires à plus de 15 000 personnes dans 15 pays différents. Non, les gens. Non, il y a trop d'informations. Il y a trop. Donc, c'est avec simplicité, avec le sourire aussi que je peux dire que le sexe hors mariage n'est pas une preuve d'amour. Et donc vous avez vu, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché. J'ai pas pu trouver les informations autour des IST, mais il y en a, c'est juste moi qui les ai pas trouvées. Et donc moi vraiment, je t'invite à te poser la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que les conséquences sont énormes. Ça, j'ai parlé avec de la logique à fond, là, terre à terre. Maintenant, pour conclure, on va parler avec le cœur. Welcome, Maga. J'ai parlé avec la logique, j'ai expliqué avec des chiffres les conséquences du sexe hors mariage. Vraiment, les chiffres sont graves. Il y a des IVG, il y a des familles monoparentales, il y a les IST, il y a le cancer aussi. Hein? Et il y a le fait que les mariages qui suivent, les personnes qui ont eu plusieurs partenaires ne tiennent pas forcément. Ça, c'est les conséquences dramatiques, graves qui arrivent. Ensuite, j'ai donné la définition de preuve d'amour par rapport au plus répandu. Une preuve d'amour, c'est surtout pour booster l'estime de soi. L'estime de soi, l'amour de soi. Déjà. Ensuite, quand on regarde, même dans les articles du Monde, sur 33 preuves d'amour définies par Cosmopolitan, il n'y a que 2 preuves qui sont liées au sexe. Il n'y en a que 2. Ça fait même pas 10%. Même pas 10%. Donc, commençons à réfléchir. Et pour finir, j'ai donné les 4 plus grandes preuves d'après mariage.net avec une étude, un questionnaire envoyé à 15 000 personnes. Où 15 000 personnes ont répondu de 15 pays différents. Donc, voilà. Donc ça, c'était vraiment la partie chiffrée, la partie logique, la partie analytique. Maintenant, je vais parler avec l'émotionnel. Et dans l'émotionnel, il se passe quoi? Il se passe que le sexe, c'est plaisir. Le sexe, c'est plaisir. On ne peut pas lui retirer ça. Et en plus, c'est un plaisir intense. Il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs. Il y a l'adrénaline qui rentre en cause. Il y a adrénaline, ocytocine. C'est quoi l'autre encore? Dopamine, voilà. L'hormone de la récompense. Ça fait un cocktail. En plus, après, il y a... Après tout ce qui est orgasme, il y a vraiment le relâchement des hormones et on est détendu et tout. Et on en redemande encore. Je suis totalement d'accord. C'est ce qui se passe d'un point de vue. Oui, et les endorphines, merci.
Merci Cyril. Et les endorphines. Et donc, c'est un truc, c'est aussi puissant que la drogue, quoi. C'est aussi puissant que la drogue. Donc, je comprends que, voilà, que ça puisse donner envie d'y retourner, quoi. Et justement, est-ce qu'on va laisser un plaisir aussi intense qu'il soit détruire notre avenir, quoi? Nous empêcher de construire. Parce que les chiffres, ils sont là, ils sont ce qu'ils sont. Et ok, je goûte à plusieurs saveurs différentes. Je vis des choses, mais à quel moment je construis? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Parce que quand on parle de sexualité, non loin on pense à l'idée d'enfant. Justement, ces grossesses accidentelles qui amènent souvent à des IVG. On pense aussi au fait de connaître l'autre. J'en parlerai encore plus demain par rapport à la morale sexuelle. Ce que j'aime bien dans la Bible, c'est que quand il parle de sexe, la Bible dit Adam connut Ève, Abraham connut Sarah. C'est-à-dire que il y a une connaissance de l'autre qui se passe dans la sexualité dont on ne se rend même pas compte en fait, qui est spirituellement. Et tu vois, là c'est de l'émotion. Quand je connecte sexuellement avec l'autre, je cherche à le connaître. Je cherche à la connaître. Il se passe quelque chose de profond, quoi. Et est-ce que je peux chercher à connaître tout le monde à ce niveau-là? Avec autant d'intensité, avec autant de profondeur. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est viable? Donc voilà, c'est ce que je dirais de mon point de vue émotionnel. Moi, je suis un gars, les faits, les données et puis les émotions. J'ai fait de mon mieux pour essayer de partager mon cœur. Hein. Quand je suis avec madame, ça va, tout va bien, je parle avec mon cœur, mais voilà. Mais j'admets que j'aime regarder sur le long terme, sur ce qui apporte le meilleur résultat. À ce qui paraît, j'ai une aversion au risque. Donc je cherche toujours le meilleur résultat avec le moins d'efforts, avec le moins de risques possible. Et quand on parle de sexe en mariage, les risques sont juste énormes. Énormes. Et donc vraiment, je t'invite à te poser la question et je t'invite aussi à poser la question à ton entourage par rapport aux conséquences et par rapport à ce qu'est une vraie preuve d'amour en fait. Et demain, nous parlerons de la moralité sexuelle ou de la morale sexuelle. Et demain là, on va creuser dans Adam connu Ève. On va voir les vrais sens des mots connaître donnés par la Bible. Et puis, je vous dis à demain parce que ici, on pose les vraies questions, on cherche les vraies réponses et on commence les vraies conversations. Soyez bénis. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je fais, je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la vraie.